Salut l'ambitieux, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo YouTube dans laquelle je vais te partager des astuces pour triompher d'un krach boursier. Alors avant de te partager ces petites astuces, il faut déjà déterminer pourquoi les marchés financiers chutent. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ces corrections du marché. Ici, je vais t'en donner trois. Il y a notamment les changements économiques. En effet, si l'on passe d'une période d'expansion à une période de récession, ça va se traduire sur les marchés. Pourquoi? Parce que la sphère financière et la sphère économique sont intrinsèquement liées et donc les changements qui interviennent dans l'une des sphères interviennent aussi dans l'autre sphère. Et donc ça se traduit par une correction, par une baisse sur les cours des marchés. Ensuite, les crises politiques. Les crises politiques, ça influe également sur les marchés, ça induit plus de volatilité et plus de psychologie vis-à-vis des intervenants. Et donc, troisième point, évidemment, la psychologie, puisque suivant que les investisseurs, les analystes, etc., soient davantage optimistes ou plutôt pessimistes, eh bien, cela va se traduire sur les cours par des grosses baisses, ou alors plutôt des phases haussières qui seraient davantage plutôt irrationnelles, comme on peut le voir sur certains titres à l'heure actuelle. Ensuite, une fois qu'on a compris un peu pourquoi les marchés chutent, etc., pourquoi les marchés sont amenés à entamer des corrections plus ou moins violentes, il faut apprendre à gérer ses émotions. Et c'est pas quelque chose qui est naturel, puisque l'être humain a tendance à plutôt agir sous le coup des émotions et à ne pas les prendre en compte et à ne pas les maîtriser. Et c'est un défaut. Et donc, pour les gérer, particulièrement en bourse, il faut, dans un premier temps, adopter une perspective long terme. Pourquoi? Parce que, tu le sais, hein, plus on investit sur le long terme, plus on dilue le risque et notre rendement sur le long terme est élevé. Donc, on fait jouer les intérêts composés, donc c'est l'avantage. Et on dilue le risque, on dilue le bruit, on ne l'entend plus et on se focus sur une stratégie payante sur le long terme. D'où l'importance d'investir sous une perspective de temps supérieure à 10 ans. Ensuite, une des choses que tu peux faire, c'est de réajuster ton allocation d'actifs. Peut-être que quand tu as commencé à bâtir ton portefeuille, tu es parti peut-être sur une optique un peu plus active et donc un peu plus risquée. Et donc si on entre dans cette période un peu plus trouble, que sont les récessions, etc., il est peut-être préférable de réajuster ton allocation d'actifs en prenant en compte des actifs qui te protégeraient davantage contre l'inflation, etc. Ça peut être par exemple des obligations, des matières premières, ce genre de choses, ce genre d'actifs qu'on appelle plutôt des actifs défensifs qui performent très bien dans ces périodes de troubles. Ensuite, une chose qui est vraiment vitale à faire, c'est de prendre conscience de ses émotions et de mettre un plan en place pour réagir positivement et pour les maîtriser, pour les dompter. Puisque finalement, prendre conscience de ses émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre conscience de ses émotions, c'est reconnaître que l'on est parfois sous l'emprise de nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc ensuite, la deuxième phase, c'est qu'il faut justement reconnaître, identifier les facteurs qui interviennent, des facteurs souvent extérieurs, qui nous poussent à agir sous le coup des émotions. Ça peut être une nouvelle qu'on vient d'apprendre, etc. Peu importe, tout un tas de facteurs peuvent interférer dans notre processus de décision. Et donc, une fois qu'on a finalement pris conscience qu'on est soumis à nos émotions, que l'on a identifié quels sont les facteurs qui viennent finalement parasiter notre prise de décision, eh bien, il faut mettre un plan en place pour dompter et maîtriser convenablement ces émotions. Puisque investir sous le coup de ces émotions, 100% des décisions que tu prendras sous le coup de tes émotions en investissement, ça sera 100% des décisions foireuses et donc tu perdras beaucoup d'argent. Et une des méthodes pour justement contrer ces émotions, pour mettre ce plan en place, c'est finalement de mettre un ensemble de processus, de process qui te permettraient de les identifier efficacement et durablement. De mon côté, ce que j'ai fait, j'ai mis en place un certain nombre de règles auxquelles je m'attache de respecter. Que ce soit avant d'investir, après dans mon investissement ou pendant mon investissement, j'ai un ensemble de règles auxquelles je me rattache et je sais que si j'identifie certains facteurs, eh bien, je sais que je suis potentiellement sous l'emprise de mes émotions et donc je prends davantage de recul. Par exemple, pour te donner des éléments de contexte et t'illustrer un peu tout ça, quand il y a eu la hype des NFT en 2020, 2021, je ne sais plus, eh bien, je fais partie de ceux qui étaient assez optimistes sur cette nouvelle technologie et sur le fait que ça allait potentiellement transformer certains secteurs et durablement. Le souci, c'est que j'en suis assez vite rendu compte
c'est que toute cette hype a fini par un peu s'emparer de moi. Et je me suis rendu compte qu'au final, j'étais à peu près je pouvais acheter à peu près tout ce qui bougeait. Et finalement, je me suis aperçu que ça ne me correspondait pas parce que je m'éloignais des valeurs de base que j'avais fixées pour mes investissements. Et donc, une des décisions que j'ai prises, c'est de prendre du recul. C'est-à-dire que pendant une semaine environ, euh, je me suis intéressé à comment fonctionnaient les NFT, comment tout ça s'articulait, quels étaient les leaders du marché, comprendre la technologie en fait, les fondamentaux du projet. C'est toujours la même chose, quand on investit, il faut comprendre les fondamentaux. Là, je ne les comprenais pas, j'étais pas serein, je me suis aperçu que c'était beaucoup de hype, beaucoup de bruit pour au final pas grand-chose, et que la technologie n'était pas assez mature pour s'implanter directement, durablement sur un marché. Et donc, je me suis informé, et je n'ai pas été plus loin que ça, je n'ai pas passé à l'achat. Pourquoi? Parce que j'ai pris du recul, j'ai su identifier l'émotion, donc j'étais ultra optimiste, j'ai su identifier les facteurs qui interféraient dans le processus de décision, qui me faisaient ressentir cette émotion. C'était tout le bruit que j'entendais, tous les experts, les pseudo-experts qui passaient sur cette technologie, et finalement, je me suis aperçu que ce n'était pas pour moi. Et si toi, aujourd'hui, tu as du mal à mettre le doigt sur tes émotions, à identifier les facteurs, etc., ce que je t'invite à mettre en place, c'est un journal. De tenir un journal, typiquement. Les traders le font, surtout quand ils débutent, et d'ailleurs, ils le font même quotidiennement. Pourquoi? Parce que ça leur permet de comprendre leurs décisions. Par exemple, les traders, eh bien, ils notent sur ce journal leurs trades, le montant de leur position, leurs émotions éventuellement, si le trade s'est bien passé ou non. Eh bien, c'est ce que je t'encourage à faire pour tes investissements. Typiquement, ce que tu ressens quand tu investis. Quels sont les facteurs qui t'ont permis finalement de ressentir telle ou telle émotion. Pourquoi tu as ressenti ça? Et de noter. Et plus tu auras de data, plus tu pourras en savoir plus sur ton comportement parce que parfois on réagit sous le coup des émotions mais de manière inconsciente. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'éviter puisque investir sous le coup des émotions, c'est prendre le risque de perdre beaucoup d'argent et ce n'est pas le but de l'investissement. Et donc, ça te permettra d'en savoir un peu plus sur la manière dont tu réagis, comment de ton côté tout cela fonctionne. Ça permettra d'avoir une vue claire, une vue simple, et ensuite tu pourras adapter un plan pour justement gérer convenablement tes émotions. Ça peut être par le biais de certaines règles, ça peut être en mettant en place certaines décisions que tu déciderais de prendre que si certains facteurs sont réunis, etc. Ça peut prendre toutes les formes possibles et imaginables, mais à toi de trouver un plan qui te colle et qui te correspond. Surtout, c'est hyper important. Ensuite, une fois qu'on a géré nos émotions, il faut mettre en place une stratégie pour minimiser les risques. Et ça peut passer par plusieurs facteurs. L'un des facteurs, c'est peut-être de se concentrer sur certains points de ton analyse, qu'elle soit d'ailleurs fondamentale ou technique. Ça pourrait te permettre de donner plus de poids, plus d'importance à certains critères. Par exemple, dans mon cas, je sais que je m'intéresse beaucoup à la manière dont une entreprise gère sa dette et ses marges. Pourquoi? Parce que, en ce qui me concerne, j'ai horreur du crédit. Je n'aime pas ça, c'est ma mentalité, bref, peut-être que ça changera, mais du coup, je n'aime pas la dette, je n'aime pas le crédit. Et donc, de mon côté, je fais en sorte d'investir sur des entreprises qui maîtrisent très bien leur dette. Alors, elle peut être en augmentation, c'est tout à fait possible, et pour les entreprises, c'est un levier très intéressant d'utiliser le crédit pour investir, ouais, mais pour faire des investissements qui soient judicieux. Mais je cherche une entreprise qui gère convenablement sa dette et qui la maîtrise. C'est-à-dire qu'elle peut évoluer à la hausse, mais elle doit toujours être contrôlée et mesurée. Et donc, dans mon cas, je m'attarde sur ce critère et je décide qu'au-delà d'un certain seuil, eh bien, je n'investirai pas sur une entreprise, même si c'est une bonne entreprise et même si elle est bien valorisée. Par exemple, c'est ce qu'on appelle une analyse factorielle. Donc, tu t'intéresses, comme son nom l'indique, à certains facteurs, certains critères, et tu décides sciemment de leur donner du poids dans ton analyse pour finalement savoir si tu prends ou non une décision d'investissement. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est d'opter pour des actifs qui soient peu volatiles. Parce que, tu le sais, en fonction des périodes économiques, certains actifs réagissent différemment. En période d'expansion, les actions vont relativement bien réagir. Elles vont monter, elles vont distribuer de bons dividendes, etc. Et c'est tout à fait logique, puisque le bénéfice des entreprises augmente, les données macroéconomiques sont positives, donc pour le coup, ça fait monter les marchés, c'est tout à fait logique. Et à l'inverse, en période de récession, de correction de marché, eh bien, certains actifs
vont réagir différemment et vont avoir tendance à te protéger contre la volatilité, contre le risque. C'est le cas des obligations, c'est le cas aussi des matières premières, de l'or ou de l'argent. Donc, à toi aussi, dans ton allocation d'actifs, de l'adapter pour inclure des actifs qui te protègent contre l'inflation et contre cette volatilité. Ensuite, ce que tu peux faire, et en général c'est une fois par an, c'est de rééquilibrer ton portefeuille. C'est très simple, c'est-à-dire que tu vends une partie des actifs qui ont surperformé pour justement acheter des actifs qui ont sous-performé pour profiter du prochain cycle économique et donc pouvoir profiter potentiellement de la plus grande part de hausse possible quant à ce cycle économique. Donc ça peut être intéressant de rééquilibrer, encore une fois par an. Ensuite, une fois qu'on a minimisé les risques finalement, il faut s'intéresser aux opportunités d'achat. Par exemple, si tu es bon en analyse technique, ça peut être bien de faire une analyse technique qui serait davantage poussée pour aller chercher voilà, peut-être des opportunités d'achat plus intéressantes, plus efficaces. À toi de voir, ça peut valoir le coup. Si tu es débutant en analyse technique, je t'invite à te renseigner sur la manière de placer des supports, des résistances. Ça permet de déterminer à combien de fois le prix d'un actif a rebondi en fonction du prix. Et donc, ça permet de chercher des niveaux de prix intéressants. Et typiquement, tu peux améliorer ton DCA. Si tu fais du DCA tous les mois, eh bien, tu peux l'améliorer rien qu'en allant chercher ces points bas et en décidant d'investir sur ces points bas. Ça peut être efficace, ça peut te permettre justement de lisser ton prix d'achat, d'avoir un coût d'achat qui serait beaucoup moindre, à contrario du DCA où tu investis par exemple tous les premiers du mois, mais comme tu le sais, le marché n'attend pas d'être le premier ou en milieu de mois pour baisser, etc. Donc, pour le coup, ça te permet de mettre en évidence les supports, les niveaux de prix intéressants sur lesquels il serait intéressant pour toi de rentrer et donc d'investir à ce prix-là. Ensuite, ce que tu peux faire, et c'est la base, c'est de mener une recherche fondamentale, une analyse fondamentale qui soit poussée et où tu t'assures des fondamentaux solides de l'entreprise. Petit aparté, si tu ne sais pas analyser un bilan, un compte de résultat ou d'une manière générale les états financiers d'une entreprise, je t'invite à cliquer sur le lien en bio. Je t'ai mis l'accès à une formation offerte qui t'apprend justement à analyser les états financiers d'une entreprise et à les interpréter pour finalement prendre des décisions beaucoup plus judicieuses et beaucoup plus de manière raisonnée. Voilà pour la petite parenthèse. Donc bien sûr, s'assurer que les fondamentaux des actifs dans lesquels que tu investis, que ce soit des obligations, que ce soit des entreprises, tu dois t'assurer que ces actifs en question soient solides et que tu aies des éléments factoriels qui te le prouvent que ces actifs sont de bonne qualité. Puisqu'investir sur les actifs de mauvaise qualité, c'est prendre le risque de voir son rendement futur et son portefeuille s'écrouler à la moindre petite variation des marchés. Donc pour le coup, ne sois pas paresseux, quitte à prendre du temps, et peut-être plus de temps, notamment si tu débutes, mais au moins tu es sûr que ton analyse fondamentale, elle est bien faite et elle est correctement exécutée. Ensuite, un des critères qui peut être important, même s'il est assez subjectif, c'est d'analyser le sentiment de marché. Typiquement, si dans les médias on commence à parler de politique d'austérité, d'inflation, si les analystes, etc., commencent à tirer la sonnette d'alarme, eh bien, c'est qu'on rentre dans une période un peu trouble, donc de récession économique. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'analyser certains indicateurs pour avoir un sentiment de marché, c'est comme ça qu'on le prononce, un sentiment de marché, pour savoir si nous, on est capable d'investir dans ces périodes. Un indicateur qui est intéressant, c'est d'analyser le VIX, analyser donc les mouvements de ce qu'on appelle l'indice de la peur. Ça permet de mesurer la volatilité, donc ça permet un peu de savoir où est-ce qu'on en est, d'avoir une idée un peu plus peut-être fiable du sentiment de marché, même si c'est fortement influencé par la psychologie des investisseurs. Et ensuite, pour clôturer cette vidéo, il y a quand même pas mal d'erreurs à éviter. L'une des erreurs, c'est de chercher à tout prix à moyenner à la baisse. C'est bien de moyenner à la baisse parce que finalement, on achète sur les points bas, c'est parfait. Le souci, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à ne pas faire attention aux autres critères, à occulter totalement le reste. Et l'erreur, elle est là. C'est que c'est OK de finalement essayer de moyenner à la baisse, d'acheter le plus bas possible, c'est tout à fait logique, et c'est une stratégie qui se tient. Par contre, négliger derrière les fondamentaux, c'est une erreur. Et c'est le deuxième point. Ne confonds pas une action ou un actif bon marché avec une bonne affaire. On entend tout le temps buy the dip, acheter la baisse, machin. Et c'est OK. Par exemple, sur les valeurs bancaires, quand on a eu la faillite de Silicon Valley Bank et les autres qui ont suivi derrière, beaucoup de personnes
se targuer d'acheter les valeurs bancaires. Sauf que quand on y regarde un peu plus près, on se rend compte que la situation macroéconomique, d'une part, n'est pas, n'est pas intéressante parce que les fondamentaux de l'économie, bah, en tout cas en France, ne sont pas exceptionnels, et même dans le monde occidental, si je puis dire, et que derrière, les banques n'ont pas des bilans, etc., très, très intéressants, n'ont pas des fondamentaux ultra solides. Donc, pour le coup, en tout cas c'est mon avis, acheter les bancaires suite à la faillite des grandes banques, comme l'a fait Warren Buffett en 2008, est une erreur. Donc toujours s'attacher à comprendre comment s'articule une entreprise, comment elle gère ses marges, ses bénéfices, son chiffre d'affaires, quel est son environnement finalement sur son marché, etc. Parce que ça permet de comprendre comment cette entreprise interagit avec ses concurrents sur son marché, avec ses consommateurs, et ça permet de prendre des décisions, pardon, et donc de faire des investissements beaucoup plus fiables et de manière beaucoup plus raisonnée. Tu prends la décision consciente d'investir, et cette décision, tu en es pleinement conscient et tu le fais parce qu'il y a des facteurs et que ton analyse te pousse à finalement prendre ces décisions et en disant ok c'est la bonne décision donc j'investis sur cette entreprise, ça serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Mais il ne faut pas acheter sur le seul fait que le titre ou l'action en question ait un prix inférieur. Parce que finalement, c'est là où aussi il est intéressant d'un point de vue historique de s'intéresser à l'évolution des cours, de se repérer aux grandes dates, par exemple 2008, à 2019 pour le Covid, 2008, 2012 aussi, ça peut être intéressant, et voir au-delà, pour justement voir quels sont les plus hauts et les plus bas des titres ou des actifs en question. Ça te permet d'anticiper les risques et de te dire, ok, bah, jusqu'à telle baisse de prix, jusqu'à ce que l'actif en question atteigne ce prix, je suis ok pour la garder en portefeuille. Par contre, si elle atteint ce prix-là, mais je vais peut-être songer à vendre parce que c'est ma psychologie, c'est ma personnalité, etc. Donc, ce genre d'événement, ce genre de choses, tu dois essayer d'anticiper. Retiens que l'investissement, c'est pas du hasard, c'est comme le business. On ne laisse rien au hasard, on prend des décisions conscientes et on le fait dans une optique, soit pour avoir plus de rentabilité, plus de profit, etc. Mais en investissement, c'est pareil. En investissement, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches la stabilité? Est-ce que tu cherches du rendement? Est-ce que tu cherches des revenus passifs? Ben ça, typiquement, tu le prends en compte dans ta stratégie et quand tu investis, il faut prendre en compte ce genre d'éléments. Et ensuite, dernier critère sur lequel je voulais insister, c'est voilà, ignorer la diversification, l'erreur basique. Beaucoup de personnes font des all-in sur telle ou telle boîte parce qu'ils aiment bien cette boîte, etc., tel ou tel actif. Ok, c'est cool, mais si un actif a baissé, il peut encore baisser plus, etc. Ça peut perdre moins 50, moins 60, moins 70%, moins 80%, jusqu'à totalement être décoté. C'est tout à fait possible. Donc veille à diversifier pour diluer tes risques et surtout le maîtriser. C'est hyper important. J'espère que cette vidéo t'a plu l'ambitieux. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à me dire ce que t'en penses dans les commentaires ou à éventuellement me donner des sujets pour que je puisse faire des vidéos et t'apporter un contenu qui serait davantage qualitatif pour toi et qui t'intéresserait le plus. Je t'invite également, si tu as envie de discuter de tes investissements, si tu as envie qu'on discute de ta stratégie, de ta psychologie, ou si tout simplement tu as des questions à laquelle tu aimerais obtenir des réponses, je t'invite à cliquer également sur le lien en description. Tu trouveras un lien pour finalement réserver un coaching, un appel stratégique avec moi, totalement gratuit, une trentaine de minutes. Profites-en, tu aurais tort de t'en priver. Sur ce, ambitieux, je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.